Bonsoir à tous. Ce soir, donc, arrivé à Carcassonne, on accueille le docteur Vignon du Centre régional de coordination du dépistage des cancers de l'Aude et de l'Ariège, il me semble. Oui, c'est ça. Oui. Et on va parler un petit peu de dépistage et des cancers. C'est ça? Tout à fait. Bon, c'est cool. Une première question. Qu'est-ce que le dépistage? Alors le dépistage, c'est la recherche d'une maladie en fait chez une personne apparemment en bonne santé et qui n'a pas de facteur de risque particulier, hormis l'âge et le sexe, de développer cette maladie. Et il s'adresse à des personnes n'ayant aucun symptôme en fait. Donc l'objectif, c'est de dépister les choses avant même que l'on sache que l'on soit malade, pour pouvoir après mettre en place, si jamais on trouvait quelque chose, des traitements qui soient moins lourds et avec plus de chances de guérison. D'accord. On fait quand ce dépistage? Alors ça dépend, là, sur le dépistage des cancers, ça dépend de l'âge, ça dépend du type de cancer du coup, D'accord. et ça dépend du sexe aussi. Ok. Hier soir, on a parlé avec Marie, je crois, d'un cancer du sein. Est-ce qu'il y a d'autres cancers, col de l'utérus? Qu'est-ce qu'il y a chez la féminine, chez la femme? Alors, il y a, en France, il existe 3 programmes nationaux de dépistage des cancers. Donc, il y a le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus, dont on va parler ce soir, et il y a aussi le dépistage du cancer du côlon. Donc là, qui est plus pour les hommes aussi et les femmes, les deux. Voilà. C'est ça. À quoi est dû le cancer du col de l'utérus? Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus ou encore le virus HPV. Et donc, en fait, c'est dû à suite à une infection, en fait, chez certaines femmes, le virus va provoquer des lésions cancéreuses au niveau du col. Heureusement, c'est pas chez toutes les femmes. Et, pour y avoir un petit peu vécu un peu ça, il y avait, on peut trancher, je crois, on n'est pas obligé de retirer chez la femme, je crois, hein, l'utérus en fait, sur une personne qui veut encore des enfants ou autre chose. Tout à fait, alors ça dépend un petit peu du stade, de l'évolution. C'est vrai que parmi les traitements, il y a plusieurs degrés de traitements chirurgicaux qui sont proposés. Et en effet, lorsque les lésions ne sont pas trop évoluées, on peut faire ce qu'on appelle une conisation. Donc on enlève un petit bout de l'utérus, du col de l'utérus, pardon, sans avoir forcément besoin de tout retirer. Mais c'est sur des lésions qui sont très débutantes en général. Et comment on dépiste ce cancer de l'utérus chez la femme? Le dépistage du cancer du col de l'utérus, il s'adresse chez les femmes à partir de 25 ans. Et c'est un test qui va se faire alors, en fonction de l'âge tous les 3 ou 5 ans. Et ça se fait à partir d'un prélèvement au niveau du col de l'utérus, justement. Donc de 25 à 30 ans, on fait un test tous les 3 ans. Et en fait, au niveau de l'analyse, le laboratoire va regarder les cellules et vérifier, s'assurer qu'il n'y ait pas de cellules cancéreuses ou précancéreuses. Et à partir de 30 ans, c'est un test tous les 5 ans, c'est le même prélèvement, donc pour la femme ça ne change pas grand-chose. Par contre, c'est une recherche du virus HPV justement. Donc si on retrouve le virus HPV sur le prélèvement, à ce moment-là, le laboratoire fait une analyse des cellules pour voir si ce virus, cette infection, a eu un effet transformant sur les cellules du col de l'utérus. D'accord, alors tu parles de prélèvement. Je pense que ça doit être le frottis chez la femme. C'est ça. Alors moi, excuse-moi, je ne connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer comment que ça se passe? Tout à fait. Alors le frottis, c'est communément appelé frottis. Le frottis, c'est plus l'analyse, en fait, ça correspond à l'analyse cytologique, donc l'analyse des cellules au niveau de ce prélèvement. Mais sinon, comment ça se passe un frottis? Donc ça se passe bien en général. Ça se fait chez un professionnel de santé qui peut être un médecin, une sage-femme, un gynécologue, certains laboratoires aussi. C'est en position gynécologique avec la pose d'un spéculum pour pouvoir apercevoir le col de l'utérus. Et au moyen d'une petite brosse, en fait, le médecin ou la sage-femme va pouvoir prélever au niveau du col directement quelques cellules. Et ensuite, c'est envoyé au laboratoire. D'accord. Les femmes enceintes, ça marche comment? Alors, on peut proposer ce dépistage aussi chez les femmes enceintes. On le fait le plus souvent dans le premier trimestre de la grossesse. C'est vraiment si les femmes sont en retard sur leur dépistage. Sinon, le dépistage n'étant pas une urgence non plus, on le reporte après l'accouchement en fait.
on a une patiente qui a eu un cancer, on lui a retiré le col de l'utérus. Est-ce qu'elle doit faire aussi Alors non, chez les femmes qui n'ont plus de col, qui ont un antécédent de cancer, du coup, toute personne de toute façon qui a eu un cancer sort du dépistage pour ce cancer-là, bien sûr. Hein. Donc effectivement, quand on n'a plus de col de l'utérus, il n'y a plus besoin de faire ce dépistage. Et puis de toute façon, les femmes sont suivies de façon plus rapprochée et spécifique par leur oncologue puis par leur gynécologue. Après, j'apporterai une petite précision sur les femmes qui n'ont plus d'utérus. Parce qu'il arrive qu'on retire l'utérus chez des femmes parce qu'elles ont des fibromes ou des choses particulières. Et on nous pose souvent la question de j'ai plus d'utérus, est-ce que je me fais quand même dépister? En fait, ça va dépendre de l'opération. Donc quand on enlève l'utérus, ça s'appelle une hystérectomie. Et donc il y a des hystérectomies dites totales, donc on enlève tout l'utérus et le col aussi. Donc là, il n'y a plus besoin de faire le dépistage puisqu'il n'y a plus de col. Et après, il y a des hystérectomies dites partielles où on enlève vraiment juste le corps de l'utérus, mais le col, lui, reste présent. Et là, ces femmes-là doivent quand même se faire dépister. D'accord. Ce papillovirus, pardon. Papillomavirus, c'est une MST ou pas? Tout à fait. Le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est très contagieux malheureusement. D'accord. Et ça ne donne aucun symptôme visible. Alors, fort heureusement, la plupart des virus HPV, donc papillomavirus, ne donnent pas de cancer, hein, parce qu'il existe environ 200 types de virus HPV identifiés à ce jour. Là-dessus, sur ces 200, il y en a 12 qui sont à haut risque oncogène, donc c'est-à-dire à haut risque de développer des lésions cancéreuses. Les autres, c'est plutôt des virus qui vont donner des verrues, en fait, que ce soit génitales ou ailleurs. Il y a quelque chose à faire contre ça? Enfin, il y a une prévention? On peut faire une prévention? Il y a une prévention. Alors j'ajouterais juste sur ce virus, j'en prie, que non seulement il peut être responsable donc, pour les virus oncogènes de lésions cancéreuses au niveau du col de l'utérus, mais aussi on se rend compte de plus en plus qu'il peut être responsable de cancer de la sphère ORL, de la marge anale chez les hommes et chez les femmes du coup, et de la sphère génitale féminine et masculine. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Et donc, je réponds à ta question maintenant. Il existe un vaccin contre ce papillomavirus qu'on propose chez les jeunes, donc à partir de 11 ans, chez les garçons et chez les filles. Donc ça, c'est important de le préciser, puisque jusqu'à présent, c'était que chez les jeunes filles, mais depuis le 1er janvier, on le propose chez les garçons. C'est recommandé, en tout cas en France. Et ça se fait de 11 ans à 14 ans, et il y a un rattrapage qui est faisable jusqu'à 19 ans. L'idée étant de le faire avant le début de l'activité sexuelle, où une fois que les gens ont commencé à avoir une activité sexuelle, ils ont déjà risqué de s'infecter en fait. Et après, donc, on peut le faire jusqu'à maximum la fin de la première année suivant le début de l'activité sexuelle. Dans tes propos, tu dis on propose, c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire, c'est un vaccin qui est recommandé, mais qui n'est pas encore obligatoire. Je ne suis pas certaine qu'il soit question de le rendre obligatoire, ça c'est pas nous qui décidons. Excuse-moi, je regarde un petit peu mes notes. Je t'en prie. Parce que, après avoir nagé, j'ai un peu de... on peut parler du vaccin. Oui. Maintenant, si tu pouvais me donner un petit peu les statistiques. C'est quoi les statistiques sur ce cancer, ce cancer du col de l'utérus, autant et le papillomavirus? Oui. Alors, le cancer du col de l'utérus, ça concerne environ 3000, il y a 3000 nouveaux cas par an en France, du coup, et ça représente à peu près 1100 décès chaque année. C'est un cancer de la femme relativement jeune, puisque c'est autour de 45 ans qu'on commence à avoir, voire même avant parfois, des femmes avec des lésions cancéreuses au niveau du col. Il faut savoir que c'est un cancer qui évolue lentement. En moyenne, sur une dizaine d'années, les lésions dégénèrent sur une dizaine d'années, on va dire. Ce qui nous laisse le temps quand même de le dépister et de le traiter à des stades très précoces. Et du coup de proposer des traitements qui soient moins invasifs et plus efficaces avec de meilleures chances de guérison. D'accord. Et il y a une hotline, il y a quelque chose si des jeunes personnes veulent pas forcément parler à leurs parents, ils peuvent appeler quelqu'un, ils peuvent... Alors, il n'existe pas vraiment de hotline vraiment spécifique sur le sujet. Après, nous, donc Centre de gestion des dépistages des cancers, on a un numéro de téléphone qui est gratuit depuis un poste fixe. Et on peut répondre à toutes les questions, que ce soit nos assistantes ou même si les gens veulent parler à un médecin sur les questions des dépistages. Mais après, on peut aussi renseigner sur
sur le papillomavirus. Donc le numéro c'est le 0800 801 301. Après, les jeunes filles, les jeunes garçons peuvent aussi en discuter avec leur médecin traitant, les infirmières scolaires. Il y a quand même pas mal de relais qui sont tout à fait en mesure de répondre à leurs questions à ce niveau-là. Les centres de planification aussi peuvent être intéressants pour eux. C'est cool. Merci. Merci d'être passé. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Je pense qu'on va en avoir, on va pouvoir en discuter maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci.